Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien sur les deux salons, à la fois BBB et Discord? Ok. Donc côté BBB, ça a l'air bon aussi. Donc on va juste attendre quelques minutes que ceux qui jouent la ponctualité se connectent. Donc sauf s'il y a des doublons, il y en a 7 côté Discord, plus de 43 côté BBB. Ça fait 50, donc on doit en attendre quelques-uns encore. Donc c'est tous pu charger le stream. A priori, ça fonctionne pour l'instant. Alors, je peux faire un été de zapping de mes slides pour être sûr que ça fonctionne. Plus le laser. Donc côté BBB, ça a l'air bon. Côté Discord, c'est bon aussi. Le zapping a suivi. Ok. Bon, l'avantage du distanciel, c'est que vous pouvez finir vos petits-déj tout en étant présent en cours. Parmi tous les inconvénients, c'est quand même un petit avantage. Alors, j'avais l'écho, je pense que quelqu'un avait laissé son micro branché. Bon, c'est résolu. Donc on est monté à 44 plus 14. Ça doit être pratiquement 16. Allez, on va attendre encore 2 petites minutes et puis lancer. Donc la dernière heure de cours concernant la séquence FAO. Bon, ça a l'air de se stabiliser en termes de nombre de connectés. Donc je vous propose de reprendre le cheminement du cours où on l'avait abandonné hier. Donc normalement on avait fini la séance avec le listing des opérations disponibles dans le cas d'usinage dit de forme 2D, donc qui faisait appel à des opérations dites 2 axes et demi. Donc on va maintenant converger sur les opérations et les stratégies associées, cette fois à l'usinage de forme 3D, qui inclut en fait tout ce qu'on appelle usinage de forme complexe. Donc on vous dit que les pièces de forme gauche et en particulier les moules ou les matrices, donc utilisées pour tout ce qui est obtention de formes, cumulent des difficultés de réalisation. Donc associé à ça, il n'existe pas de trajectoire simple d'usinage. Et on vous dit que le processus repose donc sur, la plupart du temps, ce qu'on va appeler un balayage de la pièce par un outil souvent de forme hémisphérique ou torique, donc par rapport à ce que je vous avais présenté hier. Donc ces exemples de balayage, vous en avez des photos d'illustration sur la partie droite du slide. Donc où ici on a distingué en général le séquencement de différentes opérations. On va retrouver dans un premier temps une opération d'ébauche qui va avoir pour mission d'enlever
toute la partie grise, on va dire au niveau de la peau de la pièce à usiner, pour ne laisser que les parties bleues claires et bleues un peu plus foncées, qui vont correspondre, elles, aux opérations de semi-finition, puis de finition, éventuellement de super finition. Donc pour employer le vocabulaire qu'on avait vu l'année dernière en enseignement de méthode. Donc ce qu'il faut retenir avec ces stratégies-là, c'est qu'en fait, l'outil pour usiner entièrement la pièce va parcourir une longueur de trajet relativement importante. Donc l'exemple qu'on vous a spécifié ici, c'est le cas où on envisage d'usiner une matrice d'emboutissage pour une application automobile. Alors ça reste quand même une grosse artillerie, hein, pour une matrice de 2 mètres par 2 mètres. Dans le cas où on utilise un outil de diamètre 10 mm qui est, on va dire, un diamètre standard dès lors qu'on a des formes un petit peu exiguës à usiner, et donc on ne peut pas utiliser des outils avec des diamètres trop importants. Associé à un pas, donc c'est-à-dire à une distance entre deux passages successifs de l'outil, 3 mm, si on fait le calcul, en fait, ça nous donne une longueur totale de trajet équivalente à 13 km. Donc voilà, on se dit que pour usiner la pièce, ne serait-ce qu'en finition, l'outil doit parcourir 13 km. Donc même si on est dans une GV, donc avec des vitesses d'avance relativement importantes, vous vous doutez bien que les 13 km vont nécessiter un certain temps d'usinage. Donc bien souvent, voilà, au niveau temps d'usinage de ces pièces-là, on aura des temps conséquents qui, du coup, vont fortement nous motiver à bien programmer l'usinage de notre pièce avant de lancer sa réalisation. C'est-à-dire que on prendra le temps de bien programmer, d'optimiser un petit peu tous les paramètres, de faire également des simulations pour être sûr que la pièce ne soit pas loupée, auquel cas on aurait perdu beaucoup de temps. Donc, petit détail concernant les outils que l'on va utiliser pour ces applications-là. Donc, même s'il avait fait une petite introduction hier, on va dire que ce slide-là va formaliser un petit peu les grandes familles d'outils que l'on peut envisager utiliser pour ces applications-là. Donc, on va retrouver de manière, on va dire, numérique, les fameuses fraises de taille dites cylindriques droites, donc qui vont être utilisées, on vous dit, pour un fraisage général, soit en rainurage, soit en épaulement. On va retrouver après la même catégorie, mais avec la particularité d'avoir ce qu'on appelle une coupe au centre, c'est-à-dire que contrairement à la première catégorie où on voit que l'outil n'a aucune dent qui va jusqu'au centre, jusqu'à son axe, au niveau du bout de l'outil, une fraise avec une coupe au centre aura au moins une dent qui va aller jusqu'au centre, ce qui va lui permettre d'être utilisable pour une application de plongée dans la matière, un petit peu comme avec un forêt. Donc même si c'est pas ce qu'elle préfère faire, on va dire qu'au moins elle sera en mesure de le faire sans provoquer d'incidents graves. On est bien d'accord que si on fait une trajectoire de plongée avec la première catégorie sans coupe au centre, vous doutez bien que les dents de l'outil vont bien enlever la matière sur une couronne périphérique, mais au centre, s'il n'y a pas de dents, c'est le corps de l'outil qui va devoir, entre guillemets, couper la matière, mais ça ne va pas couper, mais ça va plutôt frotter, coller et puis tout casser. On va retrouver ensuite les fraises hémisphériques. Donc en fait, on a également une fraise de taille, mais avec une extrémité hémisphérique en forme de demi-sphère, qui va donner l'avantage à ces outils-là d'usiner de face, on vous dit, concave et convexe. En bout de fraise, on aura une poche à copeaux minimum et une faible évacuation des copeaux. Donc en général, c'est plutôt dédié pour des applications de finition, de surface concave et convexe. Et on va dire que dernière catégorie entre les deux précédentes, on va retrouver la fraise torique, qui va être en gros, mais on y reviendra après, un compromis entre la fraise droite et la fraise hémisphérique. Donc qui elle sera utilisée pour des profils rayonnés et de fraisage torique, donc par exemple des poches
des cavités qui auraient des rayons de congé en fond de poche qui pourront être directement générés avec le rayon de coin de la fraise. On a rajouté en dernière catégorie ce qu'on peut qualifier, alors même si c'est des outils un petit peu plus spécifiques, des fraises dites grande avance, donc qui vont avoir une constitution particulière, qui vont leur permettre de procurer, de retenir plutôt une vitesse d'avance supérieure aux fraises, où au final, ben, on aura avec ces outils-là la tendance à favoriser la vitesse d'avance élevée plutôt que des profondeurs de passe élevées. Donc une petite vidéo pour faire le point sur ces différentes familles d'outils, alors surtout mettant l'accent sur la dernière catégorie, les fraises grande avance, donc qui sont un petit peu particulières. Donc voilà, vous avez un exemple d'application de fraises grande avance où ici on avait une application d'usinage hélicoïdal, donc où l'outil en même temps qui se déplaçait dans le plan descendait en Z. Mais voilà, on vous dit que du coup, ces outils-là ont la particularité de tolérer une grande avance et une profondeur de passe réduite. Donc vous avez vu ici la mutation entre, on va dire, le réglage pour des outils classiques, où on avance relativement faiblement, mais on prend des grosses profondeurs de passe. Donc la zone rouge de contact entre, je peux la relancer, entre la plaquette et la pièce était plutôt haute et étroite. Tandis qu'avec cet outil-là, on va réduire la hauteur de contact et augmenter l'épaisseur. Donc là, on a des outils standards. Voilà. Application d'un outil standard. Et alors bon, c'était le contraire, excusez-moi. Voilà. Et ici, l'application avec la fraise grande avance. Voilà. Bon, faut savoir que ça existe, c'est pareil, c'est des outils qui sont quand même un petit peu plus sur mesure, qu'on n'aura pas forcément à disposition dans l'atelier GMP pour les applications que vous ferez, mais il faut savoir que ça existe. Alors, complément concernant au final les principaux avantages et inconvénients de chaque catégorie d'outils. Donc ici, j'ai repris uniquement les 3 catégories principales. Donc, retrouver les fraises cylindriques droites, toriques et hémisphériques, en précisant à chaque fois les avantages et les inconvénients que l'on pouvait retrouver pour des applications d'ébauche et de finition. Donc, principal avantage pour une fraise droite dans le cas d'une application d'ébauche, mais ça va être de disposer de ce qu'on appelle un rayon effectif grand. Alors, ce qu'on appelle le rayon effectif, c'est le rayon réellement utilisé au niveau de l'outil quand il va couper la matière. D'accord. Donc, pour une fraise droite, le rayon effectif, ce sera directement le rayon principal de la fraise, quelle que soit la profondeur de passe que l'on va utiliser avec l'outil. Contrairement à la fraise hémisphérique, où vous imaginez bien que si avec la fraise on n'usine qu'avec la tête de la fraise, en fait le rayon effectif se réduit par rapport au rayon réel de l'outil, de par la forme hémisphérique que l'on aura. Donc le fait qu'on ait un grand rayon effectif va faire que pour une opération d'ébauche, on aura pour une vitesse de rotation donnée une vitesse de coupe satisfaisante et pas réduite comme ça pourrait être le cas avec une fraise hémisphérique. Également une grande profondeur de passe radiale tolérée. Donc radiale, ça veut dire qu'on va plutôt usiner avec un grand rayon et faible profondeur de pénétration de la fraise dans la matière. Ce qui sera le contraire pour la fraise hémisphérique, donc où elle, on utilisera plutôt cet outil-là dans une opération d'ébauche, dans le cas où on a des grandes profondeurs de passe axiales à retenir. L'intérêt étant qu'on va avoir une diffusion de la chaleur sur toute la tête de l'outil. Donc chaleur, bien entendu, qui va être procurée par principalement les frottements et l'effet de coupe entre l'outil et la pièce. Donc on va dire que c'est c'est un inconvénient de la fraise
c'est que si on l'utilise avec des grandes profondeurs de passe, ben, la chaleur va se concentrer dans le coin de l'outil, là où on a une arête vive et plutôt sensible, et on risque la dégrader par une utilisation trop intense, ce qui fait que bah, bien souvent, en fait, pour tout ce qui est application aéronautique, l'usinage de, on va dire, intense de pièces de suture, des fois relativement dures, ben, on utilisera plutôt des fraises toriques que des fraises cylindriques droites, parce que justement, on va zapper cette concentration de chaleur dans le coin de l'outil qui va posséder un rayon de congé. Et donc, globalement, ben, l'outil torique, il faut tout simplement retenir que ça correspond à un compromis entre la fraise droite et la fraise hémisphérique. De par sa constitution géométrique, ben, c'est un compromis. Si on passe maintenant aux inconvénients dans le cadre d'opérations d'ébauche, ben en fait, je l'ai un petit peu dit, hein, pour la fraise droite, on va retrouver une concentration de chaleur locale dans le coin de l'outil. Donc du coup, pour éviter la détérioration prématurée de l'outil, on aura plutôt tendance à limiter les profondeurs de passe axiales, euh, contrairement à la fraise hémisphérique qui, elle, demandera de limiter la profondeur de passe radiale et qui va faire apparaître un rayon effectif de coupe, cette fois réduit, qui au final va provoquer une diminution de la vitesse de coupe pour une vitesse de rotation et peut engendrer une coupe qui va se passer moins, sachant que pour que la coupe se passe bien, il faut être dans une plage de valeur de vitesse de coupe qui va bien. Si elle est trop grande, on va user l'outil prématurément, mais si elle est trop faible, la coupe va se passer moins bien et on va aussi détériorer l'outil. Alors, dernier inconvénient pour la fraise droite, on vous précise ici que ça va procurer des surépaisseurs inégales. Donc ça, c'est dans le cas où on va faire des ébauches de forme 3D. Bah, l'idée, c'est que pour l'ébauche, on va fonctionner par strat, par niveau de Z, à la logique de ce qu'on retrouve pour l'impression 3D. Et en fait, bah, les strates, dans le cas de l'utilisation d'un outil à géométrie droite, va laisser des escaliers franches qui vont laisser des surépaisseurs plus inégales, moins constantes que l'on aurait avec des fraises hémisphériques. Ça, je reviendrai dessus transparent qui suivent, on aura justement un focus là-dessus, donc je ne m'étends pas plus pour ça. Si maintenant on passe à la finition, bah, la fraise cylindrique droite, elle, comme on l'a dit hier, sera plus productive pour des surfaces planes horizontales. D'accord, on n'aura pas la pratique de laisser des crêtes, contrairement à la fraise hémisphérique, et donc on pourra être plus productif, pardon. Et également l'usinage de flancs à condition de ne pas avoir de rayon de coin en fond des flancs, auquel cas on utilisera soit des toriques, soit des hémisphériques. La fraise hémisphérique, elle, sera plutôt avantageuse de par sa forte accessibilité, surtout dans les zones concaves. Donc imaginez si on a des cuvettes à usiner, la fraise hémisphérique, elle, sera plus accessible que la fraise droite jusqu'au fond de la cuvette. Donc ça sera un avantage. On va dire, en opposition, on va retrouver un certain nombre d'inconvénients. Donc, pour la fraise droite, le principal inconvénient va être le risque élevé de collision dite locale dans le cas où on veut usiner des surfaces concaves, tandis que la fraise hémisphérique, elle, va présenter une coupe nulle au centre de l'outil, ce qui va nécessiter de retenir une obligation de dépinçage. Alors le terme dépinçage consiste tout simplement à euh, orienter de manière inclinée l'axe de la fraise par rapport à la surface, de façon à ce que ce ne soit pas le bout, l'extrémité au niveau de l'axe de l'outil qui veut couper la matière, mais une zone plutôt décalée. Donc ça, je ne m'étends pas plus là-dessus pour l'instant également, vu qu'il y aura un slide pour faire le focus là-dessus qui va suivre au niveau de ma présentation. Et l'autre inconvénient de la fraise hémisphérique, c'est de présenter des crêtes quand on va vouloir usiner par exemple des surfaces planes horizontales, comme ce que j'avais mis en évidence hier. Donc voilà pour le petit tableau comparatif synthétique des avantages et inconvénients des principales géométries d'outils génériques.
Donc, concernant les autres géométries d'outils, ici, on va maintenant faire le focus sur des outils un petit peu plus sur mesure, entre guillemets, dans le cas d'outils quête rapportés proposés par les principaux fabricants d'outils. On va retrouver la possibilité d'avoir des fraises plutôt dites à surfacer ou hybrider, des fraises à plaquettes rondes et des fraises dites à panse, comme on l'a mis en évidence tout à l'heure avec la petite vidéo que je vous ai présentée. Donc globalement, dans le cas où on va vouloir ouvrir une cavité, c'est-à-dire une opération d'ébauche de poche, pour faire simple, on vous dit qu'il est important d'appliquer une méthode qui va réduire la profondeur de passe axiale, que l'on note AP, et donc laisser une surépaisseur d'usinage constante pour l'opération de fraisage de profil qui va suivre cette opération d'ébauche. Donc pour ça, vous avez, alors moi c'est un petit peu caché derrière mon cadre de propriété mise en évidence, mais vous avez des petits schémas à chaque fois qui vous illustrent les différentes ébauches avec chacune des stratégies d'outils. Et du coup, en bleu, vous retrouvez la forme de la surépaisseur de matière laissée une fois l'opération d'ébauche complètement réalisée. Donc on retrouve dans le cas de la fraise à surface dressée une forme vraiment en marche d'escalier, mais sans crête, tandis que dans le cas de plaquettes rondes, on va retrouver les marches d'escalier moins agressives, plus douces, mais par contre la présence de crête entre chaque niveau. Et vous avez pour la grande avance un nombre de passes supérieur du fait qu'on ait retenu des hauteurs de strates plus petites. On avance plus vite avec cette fraise-là, on prendra des profondeurs de passe moins importantes. Donc je ne vais pas reprendre en détail les principales propriétés, donc avantages et inconvénients qui vous sont listés dans les parties inférieures du tableau ici, vu que de par mon discours, on va dire que j'ai mis en évidence les propriétés fondamentales pour chacun des cas. Je maîtrisais pas mon animation, donc on retrouve bien ce que je disais tout à l'heure. Ce cas-ci, démarche d'escalier vraiment agressive et franche. Dans ce cas ici, démarche d'escalier plus douce, moins agressive, mais la présence de crête, même pour droit vertical. Et ici, du fait que on a des profondeurs de passe moins importantes, des marges d'escalier moins franches. On se rapproche maintenant du listing des principales opérations disponibles, non plus pour de l'ébauche, mais pour des stratégies de finition 3D et souvent de semi-finition. Donc ce qu'on appelle une semi-finition, ce sera une opération similaire à la finition, mais en laissant un offset au niveau de la matière à usiner sur la pièce. Donc en laissant, on appellera une surépaisseur de finition. La semi-finition étant là justement pour lisser, entre guillemets, la surépaisseur de matière laissée au niveau de la pièce, qui, on le sait, la plupart du temps n'est pas constante à l'issue d'une opération. Donc globalement, on va retrouver pour ces opérations de semi-finition, finition, stratégie distincte, stratégie de contournement par niveau de Z, d'accord, soit une stratégie de copiage, donc là on fera plutôt un balayage dans des plans verticaux et on se décalera ensuite suivant une direction normale à ces plans. Donc le contournage, lui, va plutôt présenter un certain nombre d'avantages en fait, contrairement au copiage qui présentera un certain nombre d'inconvénients tels que ça vous est listé ici. Donc si on commence par le contournage, les principaux avantages vont être un contrôle de la vitesse coupe plus optimale, la possibilité de converger vers des paramètres d'usinage grande vitesse, donc qui vont pour ça faire appel à des avances plus élevées, qui va donc permettre d'améliorer la productivité, d'améliorer également la durée de vie des plaquettes, qui sera donc plus longue avec ce type de stratégie-là, et une plus grande sécurité. Le copiage, lui, par contre, va présenter un certain nombre d'inconvénients, probablement une charge importante sur les arêtes de coupe
de l'outil. On imagine bien ici que quand l'outil va descendre la colline, là, le flanc de colline, ben en fait, on va charger grandement l'arête de coupe de l'outil, alors de manière instantanée, hein, mais il n'empêche que c'est pas bon pour l'outil. Donc pour minimiser ce problème-là, on aura souvent tendance à réduire les avances au moment où on va plonger au niveau de la trajectoire. Une durée de vie des plaquettes qui sera réduite, un impact mécanique direct sur l'outil. En plus, la présence d'erreurs de forme générées au niveau de la forme complexe, du fait que l'on va fonctionner par balayage par plan parallèle, et des rames et des temps de coupe qui seront souvent plus longs que le copiage. Donc, vous allez me dire au final, quel est l'intérêt de retenir du copiage si on n'a que des inconvénients par rapport au tournage? Alors, le principal avantage du copiage sera, on va dire, la grande facilité à programmer au niveau FAO, justement, cette stratégie-là, où en gros, avec une et une seule opération, global, on pourra usiner toute la forme de la pièce. Donc en gros, on va faciliter le travail du programmeur, mais par contre, on va répercuter tous les inconvénients au niveau du process physique d'usinage, donc en relistant tout sous détaillé précis. Le contournage, lui, nécessitera justement des opérations différentes en fonction, en gros, de l'orientation surface à usiner. Est-ce que c'est plutôt des parois verticales, parois horizontales ou des parois inclinées, qui nécessitera en fait de décomposer en différentes opérations d'usinage et donc plus de travail le programmeur FAO. Donc c'est ça le principal inconvénient qui fait qu'aujourd'hui encore, dans certaines entreprises, c'est plutôt la stratégie copiage qui est retenue parce que le programmeur, en gros, il veut pas s'embêter. Donc un petit peu plus de détails concernant les inconvénients dans le cas du copiage. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ou pour reprendre l'exemple de matrice qu'on a pris comme exemple d'usinage précédemment, avec cette stratégie-là, il y a des fois où l'outil va descendre des parois quasiment verticales et il y a d'autres fois où il va remonter des parois quasiment verticales. Dans ce cas-là, on vous dit dans le cas où on va rencontrer ce qu'on appelle le risque de gougeage. Donc le risque de gougeage, c'est le fait qu'en montant avec l'outil, de manière instantanée, il va avoir plus de profondeur de matière à enlever, donc principalement dans les coins, d'accord, que ce soit des coins concaves ou convexes. Et autre problème, c'est que en remontant, va faire apparaître des épaisseurs de copeaux maximum à une vitesse de coupe recommandée, ce qui n'est pas forcément bon pour l'outil. Cette fois, dans le cas où on va descendre, le problème c'est en fond de cavité, où on va rencontrer une surcharge instantanée de l'outil, encore une fois, qui va avoir tendance à présenter ce qu'on appelle un risque d'écaillage au centre de l'outil, qui est lié principalement aux fortes vibrations qui vont se rencontrer au niveau de cette zone-là, et éventuellement des erreurs de forme, comme c'est présenté ici, du fait qu'on va plus charger l'outil dans cette zone-là, mais il va avoir tendance à plus se déformer et à quitter, on va dire, la consigne de trajectoire théorique. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre cette trajectoire-là d'outil théorique, l'outil va plutôt suivre cette trajectoire réelle, ce qui va en gros provoquer un enlèvement excessif de matière dans cette zone-là. Et donc concernant cette fois le copiage, alors il y a marqué en remontant, c'est en fait en descendant, on aura des épaisseurs de copeaux importantes dans ce cas-là, avec une vitesse de coupe plutôt faible, parce que cette fois, vous voyez que le rayon effectif de l'outil sera très faible. C'est-à-dire que l'outil ne va pas usiner avec son diamètre extérieur, contrairement à l'usinage en remontant, mais avec la partie centrale de l'outil, donc une vitesse de coupe réduite qui peut induire, encore une fois, des défauts au niveau de l'usinage. Donc voilà le focus sur les principaux inconvénients du copiage dans le cas d'usinage de forme 3D. Autre stratégie possible, alors plutôt pour ce qu'on va appeler de la reprise d'usinage. Donc on vous dit, c'est le cas souvent quand l'ébauche est terminée, il reste encore de la matière dans certaines zones des formes 3D, surtout dans les angles, donc où en fait on peut faire ce que l'on appelle de la reprise d'ébauche.
donc de la reprise d'ébauche, souvent on va retenir la même stratégie que la première opération d'ébauche en réduisant le diamètre d'outil, et on va se dire que c'est le cas ici par exemple dans ce coin-là. Si on imagine utiliser un outil de diamètre plus petit, on imagine bien qu'on va pouvoir enlever plus de matière localisée dans l'angle. Mais l'autre stratégie consiste à utiliser d'autres opérations avec justement des stratégies différentes, telles qu'elles vous sont présentées ici. Donc les principales stratégies auxquelles on peut faire appel sont le tréflage qu'on avait présenté hier, les feuillages, donc les feuillages qui va se rapprocher plus à de la trochoïde, de l'usinage trochoïdal au sens où on l'a vu hier, et enfin l'usinage trochoïdal proprement dit qui sera également utilisable. Donc on va dire que ça, encore une fois, il faut savoir que ça existe. Nous, on aura plutôt tendance dans ce cas-là à favoriser la stratégie qui consiste à dire je refais une ébauche prismatique, simple, on va dire, basique, mais en utilisant un diamètre d'outil plus petit qui va permettre de reprendre certaines zones d'usinage. Ce qui nous arrive à présenter le catalogue, si vous voulez, des opérations disponibles dans les principaux logiciels de programmation FAO pour l'usinage de forme 3D. Donc pour ça, les principales opérations vont répondre à un cahier des charges qui vous a été spécifié ici de manière simple, où on vous dit que la plupart du temps, les ateliers d'usinage 3D couvrent les processus complets de la conception à la fabrication et proposent des fonctions qui vont donc permettre de définir des zones localisées à usiner. Donc c'est vraiment la grosse évolution du 3D par rapport au 2D, c'est de se dire que pour une opération donnée, je ne vais pas usiner toute la surface globale de la pièce, uniquement des zones localisées en fonction de leur typologie. Et à associer l'opération dite optimisée par rapport à la typologie de cette surface-là. D'usiner par plan soit verticaux, soit horizontaux. Donc ça, c'est plutôt pour les opérations d'ébauche. De reprendre des ébauches, donc ce que l'on appelle de la reprise d'ébauche, de faire du liage, donc ça on fait ce qu'on a appelé copiage précédemment, qui correspond à faire du balai par plan parallèle, d'usiner par contournage niveau Z. Donc là, c'est plutôt la stratégie contournage où on va fonctionner par altitude, ce qu'on appelle par niveau de Z, effectuer des opérations de trajet bitangent, effectuer des opérations de balayage suivant des courbes, détecter de la matière résiduelle, définir des zones de reprise de manière automatique. Ça veut dire que quand on fera une reprise d'ébauche, ce ne sera pas à nous de diagnostiquer dans quelle zone est-ce qu'il y a de la matière à reprendre. Le logiciel sera en mesure de le faire tout seul, automatiquement. Et enfin, de visualiser le résultat du programme de fabrication de façon à faire un maximum de débugage par simulation sans immobiliser la machine et sans tuer la pièce usinée, pour rebondir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où bien souvent le temps d'usinage de ces pièces est assez conséquent. Donc, première opération classique que l'on pourra retenir, c'est la fameuse opération d'usinage par plan parallèle, qui est le terme CATIA, qui, au niveau de l'analogie de l'utilisation de TopCam, Missler, c'est Missler étant le développeur de TopCam, qui s'appellera UPP. Donc, on vous dit que l'usinage par plan parallèle verticaux est une opération de finition et de semi-finition, utilisée pour l'usinage de pièces de manière intégrale. D'accord? Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt, c'est qu'avec une seule opération, on va pouvoir usiner toute la pièce. L'inconvénient, c'est qu'on aura une qualité de finition médiocre par rapport aux autres opérations, du fait qu'on ne va pas forcément suivre la typologie géométrique de la pièce. Donc, exemple pour cette pièce ici, où vous voyez que les plans parallèles ne sont pas parallèles à la géométrie de la pièce. Ça veut dire qu'à un moment donné, forcément qu'on aura des crêtes qui vont apparaître d'une passe à l'autre. Ces crêtes-là ne seront pas en harmonie, entre guillemets, avec la géométrie de la pièce. Et ça donne en général des résultats qui nécessitent, alors pour avoir un meilleur esthétique, des reprises par polissage, pour lisser les crêtes qui ne sont pas directement en harmonie avec la géométrie de la pièce. Autre stratégie cette fois qui sera le surfaçage dit en spirale, donc qui sera plutôt dédié à l'usinage de surfaces
quasi horizontale. Je dis bien quasi horizontale et relativement plane, parce que si vraiment c'est un plan horizontal, vous avez bien compris qu'on ne va pas s'embêter à faire une opération d'usinage 3D. On prendra directement la fameuse et basique opération de surfaçage 2D avec une fraise droite et non pas une fraise hémisphérique, comme ce sera le cas ici pour des formes relativement planes et horizontales. À l'opposé, on aura le contournage niveau Z qui lui sera plutôt réservé aux parois quasi verticales, donc à l'exemple des pièces qu'on vous a proposées ici, donc qui sera complémentaire à la précédente. Donc voilà pour les principales opérations de finition 3D. Après, il en existe d'autres par rapport à ce qui vous avait été listé ici. L'idée, c'est que vous les découvrirez au fur et à mesure durant les séances de TP, alors plutôt au semestre 4 d'ailleurs, puisqu'au semestre 3, on restera plutôt basique sur de l'usinage 2 axes et demi, l'usinage 3 axes. Lui se fera plutôt au semestre 4. Avant d'entamer la prochaine et dernière partie, je vais peut-être vous laisser un petit peu la parole, où j'ai pas mal déroulé mon truc pour savoir si vous avez des interrogations par rapport à ce qui a été dit, aussi bien concernant les outils que les opérations présentées pour l'usinage 3 axes de forme complexe. Alors ça me permet de scruter les chats. A priori, il n'y a pas eu de revendication. Alors, il y en a qui se mettent à écrire. On va attendre. Ok, c'est clair et fluide. Ah, c'est gentil de me brosser dans le sens du poil de si bon matin. Donc, si c'est bon, eh ben, on va converger sur la dernière partie. Donc, on va mettre l'accent en fait sur certains constats que l'on pourra faire à l'issue de programmation d'usinage de forme complexe et qui nécessiteront, quand on est un bon programmeur, de maîtriser ces paramètres-là dès la programmation. Donc le premier constat va concerner quelque chose dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, qu'on appelle la problématique de hauteur de crête, que j'avais mis en évidence hier. Donc l'idée à travers ce slide-là, c'est que je la remets en évidence dans le cas où on a la surface suivante à usiner en finition, pardon. La plupart du temps, vous aurez compris qu'on utilisera des fraises à bout hémisphérique en utilisant une stratégie, que ce soit d'ailleurs balayage ou contournage ou surfaçage en spirale. Dans tous les cas, l'outil il va se déplacer avec une distance entre passes que l'on anticipe et qui va vraiment traduire par l'apparition de crêtes au niveau du profil usiné. Ces crêtes, vous aurez bien compris que du coup elles vont directement impacter ce qu'on appellera la qualité de l'usinage, principalement ce qui concerne la caractéristique de rugosité. Et plus on aura des crêtes importantes, plus on aura une valeur de rugosité importante et ça peut être fâcheux de la qualité exigée au niveau de la pièce. Donc le critère de rugosité qui s'y rapportera le plus souvent sera le critère dit RT qui va correspondre à une rugosité totale. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, même si la plupart du temps on se focalise plus sur la rugosité arithmétique, plus à une rugosité moyenne. Ici, la rugosité totale va directement correspondre à la distance qui sépare le creux du sommet des crêtes. D'accord ? En fait, dans le cas le plus simple d'une surface horizontale, même si on a une surface plane horizontale, on ne l'usinera pas avec une fraise hémisphérique, mais plutôt avec une fraise droite, on pourrait faire le calcul qui va relier tout simplement les deux barres géométriques qui vont être la distance entre passes et l'autre paramètre qui sera le rayon de l'outil, justement la valeur de crête que l'on va retenir. Donc la formule déjà toute cuite à laquelle on fera appel sera la suivante, qui dit que la hauteur de crête peut se calculer dans ce cas-là comme étant égale au quotient reliant le carré de la distance entre passes à un dénominateur qui est égal à 8 fois le rayon d'outil. Donc cette formule-là, en fait, pour la plupart des opérations d'usinage CATIA, vous aurez la possibilité d'avoir un paramètre qui va gérer automatiquement à votre place la valeur maximale de hauteur de crête. Encore faut-il savoir quelle valeur régler
au niveau du paramètre. Donc on vous dit ici que, en gros, pour l'ébauche, on s'en fout, on laissera une valeur par défaut, mais des valeurs usuelles que l'on retiendra en finition seront des valeurs qui vont varier entre quelques micromètres jusqu'à quelques dixièmes de millimètres. Alors pourquoi cette variation-là? Vous l'aurez compris, c'est que plus cette valeur-là sera réduite, meilleure la qualité sera, mais plus le temps d'usinage sera important. Donc en gros, il faudra trouver le bon ratio entre qualité obtenue et temps d'usinage obtenu, sachant que la relation entre les deux ne sera pas vraiment linéaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous aurez beau réduire la hauteur de crête minimum, vous aurez une qualité qui en gros va faiblement varier, parce qu'il y a d'autres phénomènes physiques qui feront que la rugosité n'est pas optimale et qui par contre vont augmenter considérablement le temps d'usine. Mais il y a certaines opérations pour lesquelles en fait on ne pourra pas directement piloter ce paramètre hauteur, mais uniquement le paramètre distance entre passes. Donc ce sera à vous de faire le passage entre les deux, vu que en gros fonctionnellement le concepteur de la pièce, lui, ce qu'il veut maîtriser, c'est la rugosité, donc indirectement la hauteur de crête. Par contre, au niveau de la programmation FAO, le paramètre auquel on aura accès, ce sera la distance entre passes. Donc le passage de l'un à l'autre, ce sera à vous de le faire, la plupart du temps en utilisant cette relation-là, qui sera cicatrice, parce que j'ai bien dit qu'elle est valable uniquement dans le cas où on usine une surface horizontale. C'est-à-dire que si c'est une surface inclinée, la relation est modifiée, et dans le cas où on a une surface concave ou convexe, elle est également modifiée. D'accord ? Mais on va dire que cette relation-là, relativement simple, nous donnera une bonne tendance. Alors dans ce cas-là, relativement savoir d'où vient cette relation-là, c'est tout simplement issu d'une petite géométrique que je vous représente ici, qui vous est détaillée également sur votre poly, qui consiste, on va faire des petits rappels d'outils mathématiques, je pense, qui remontent au collège. Oui, vu qu'on va parler de Pythagore. En fait, l'étude géométrique, tout là résulte à faire l'étude d'un triangle. Donc, le triangle ici mis en évidence en donc qui rejoint, on va dire, d'un côté l'axe de l'outil, à l'autre côté l'arc d'intersection entre les deux passages successifs de l'outil au niveau de la pièce usinée qui se retrouve ici en bleu. Donc cette étude géométrique, en utilisant Pythagore, va nous permettre de mettre en relation les principaux paramètres géométriques qu'on a listés précédemment. Donc d'une part RO qui est le rayon, d'autre part HC qui est la hauteur de crête, et enfin le dernier paramètre P qui est la distance entre passes. Donc ceci va nous permettre d'exprimer la distance de chaque côté de notre triangle rectangle, notre θ petit b t, et en mettant en évidence le théorème de Pythagore, on en arrive à la relation suivante, qui par utilisation d'une hypothèse simplificatrice qui nous dit simplement que le paramètre hauteur de crête correspond à une petite valeur par rapport aux autres paramètres géométriques, qui va faire que quand on l'élève au carré, ce paramètre-là peut devenir négligeable. Donc le paramètre HC au carré, on le néglige, donc c'est pour ça que je l'ai rayé ici en rouge. Alors attention, contrairement aux paramètres rayon d'outil au carré, qui eux ne sont pas négligés, mais tout simplement qui s'équilibrent de chaque côté de l'équation, donc qui peuvent se simplifier. Ce qui nous conduit donc au résultat final, où on retrouve la relation suivante qui nous dit que HC est égal à P carré sur 8 fois le rayon d'outil, qui correspond à la relation que je vous avais encadrée précédemment. Donc cette démonstration-là, bien entendu, n'est pas à retenir, d'accord ? J'ai juste tenu à vous la présenter pour vous dire que la relation, elle ne sort pas du chapeau. D'accord ? Par contre, ce qui sera important, c'est de savoir la redéployer dans le cadre des travaux pratiques pour être capable justement de bien régler le paramètre distance entre passes dans le cadre d'une opération d'usinage 3 axes. Et il n'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur, d'accord, mais uniquement de savoir la redéployer. Autre concept dont on vous a déjà parlé un peu, ne serait-ce que pour l'impression 3D, qui va être le concept de
discrétisation d'une trajectoire courbe complexe, d'accord, dans le cas où on fait alors soit de l'usinage en bout d'ailleurs, soit de l'usinage par le flanc. Ou si en théorie on a une géométrie réelle qu'on va appeler ici la surface nominale au niveau de la pièce, qui va correspondre à la courbe noire, mais en réalité le trajet d'usinage qui sera décrit à travers le programme ISO ne se correspondra pas à l'équation mathématique de cette courbe-là, qui serait relativement complexe et voire impossible à appréhendé par une commande numérique de machine. Donc pour faire simple, on s'est dit que au lieu de décrire une trajectoire mathématiquement exacte, on pouvait faire une approximation en décrivant cette trajectoire tout simplement par une succession de segments qui vont s'exécuter au niveau de la trajectoire de l'outil par des trajets en ligne droite, qu'on appelle des segments. Mais en fait, pour que cette description en segments soit relativement proche de la courbe réelle, ici, ça sera le cas de la trajectoire en orange qui sera, vous serez d'accord avec moi, plus fidèle au niveau de la description de la géométrie par rapport à la trajectoire en verte, qui elle est plus grossière, mais sera tout simplement maîtrisée à travers un paramètre essentiel au niveau de la définition de l'opération d'usinage, qu'on appellera la tolérance d'usinage. Donc la tolérance d'usinage va correspondre à quoi? Tout simplement un tunnel qui va englober la surface nominale et dans laquelle on va exiger à ce que tous les points de description de la trajectoire se situent. Donc pour faire simple, vous voyez ici que la trajectoire orange, tous les points orange se trouvent à l'intérieur d'un premier tunnel orange, contrairement à la trajectoire verte où tous les points se trouvent dans un nouveau tunnel vert qui lui est plus grossier. Et donc bien entendu, plus le tunnel sera grossier, moins il y aura de points pour décrire la trajectoire, mais plus la trajectoire sera approchée. Donc ça veut dire que pour une opération d'ébauche où on s'en fout d'être approché, on retiendra plutôt le tunnel vert qui nous permettra de générer un programme avec un nombre de points de passage moins important. Et on verra que la quantité de ce nombre de points de passage va avoir une autre importance concernant la productivité de l'usinage. On en parlera tout de suite après. Tandis que pour une opération de finition, on aura tendance à resserrer le nombre de points de façon à être plus proche et plus fidèle à la géométrie réelle. Donc ce paramètre-là, tolérance d'usinage, on vous dit que dans le cas d'une finition, à nouveau, il sera possible de le régler dans une plage de valeurs comprises entre quelques micromètres et quelques dixièmes de millimètres dans le cas d'une ébauche. Donc, on vous a ici montré une photo dans le cas où on avait déjà, d'un point de vue visible, la différence de résultat entre une tolérance d'usinage plutôt fine, retenue dans la partie gauche de la pièce, où on voit des stries mais relativement distraites, contrairement à la partie droite, où on voit qu'on a des stries plus grossières. Ces stries correspondent tout simplement à la forte discrétisation de la trajectoire, telle que ça vous est présenté sur le schéma ci-dessus. Et donc, on parle bien souvent, ces stries-là, d'effet dit peau d'orange, tout simplement de par, on va dire, l'effet que ça donne visuellement au niveau de la pièce. Donc, on a un effet strié, mais qui ressemble à ce qu'on peut retrouver au niveau de la peau d'une orange. Et qui résulte directement sur le réglage de ce paramètre-là, tolérance d'usinage. Alors, autre impact que peut avoir ce paramètre-là, mais déjà au niveau de la trajectoire générée et visible au niveau de la simulation du logiciel de FAO, on se rend compte ici que dans le cas où on a réglé ce paramètre-là à 1 mm, une trajectoire circulaire sera visible, représentée, mais c'est vraiment la trajectoire que suivra l'outil par un polygone. D'accord? Tandis que si on affine considérablement ce paramètre-là, en dézoomant, ce qui est le cas de la simulation FAO, on retrouve une trajectoire vraiment circulaire. D'accord? Alors le piège, c'est que la valeur par défaut qui sera pré-réglée au niveau du logiciel 3D Experience sera la valeur de 0,1 mm qui, une fois qu'on aura usiné, donnera vraiment un aspect polygonale, tandis qu'au niveau de la visualisation de la simulation qu'on aura au niveau du logiciel, on ne verra pas forcément les facettes. Donc c'est tout le piège de bien penser à aller re-régler ce paramètre-là. Et enfin, dernière considération concernant ce paramètre-là,
c'est le fait de se dire que plus on va resserrer ce paramètre-là, plus on aura des points rapprochés pour décrire la trajectoire que devra suivre la machine d'usinage. Et le problème, c'est que si ces points sont trop rapprochés, ben, en gros, le cerveau de la machine ne pourra plus pédaler aussi vite les jambes pour être capable de lire en de phase les consignes de trajectoire à atteindre. D'accord. Donc, une façon plus formelle de le dire, c'est de se dire que il faut laisser suffisamment de temps à la CN pour calculer les consignes d'axe pour atteindre le prochain point de passage par rapport au point actuellement atteint. Et il est donc nécessaire de ne pas trop réduire la tolérance d'usinage. Parce que si on la réduit trop, on aura des points trop rapprochés qui vont faire que les jambes de la machine vont aller plus vite que son cerveau. Donc pour ça, des valeurs usuelles de temps de traitement pour lire et calculer les consignes au niveau d'un bloc de programme pour des numériques de génération actuelle, ça peut varier de 1 à 50 millisecondes suivant la génération de la CN. Donc nos CN, nous, à l'atelier plus vieillissante, on est de l'ordre de 50 millisecondes. Aujourd'hui, les CN les plus productives sont de l'ordre de 1 milliseconde. Petit exemple d'application qui va nous faire converger vers une certaine valeur de tolérance d'usinage à ne pas dépasser en valeur minimale. Et le petit exercice que je vous ai proposé, mais pour lequel vous avez également la résolution au niveau de vos polys, qui est de se dire que dans le cas où on veut appliquer un usinage suivant une trajectoire circulaire de rayon 50 mm avec un temps de traitement au niveau de la CN qui est de 10 millisecondes, une consigne de vitesse qui est de 10 mètres par minute, qui est une valeur standard quand on fait de l'usinage grande vitesse, va nous conduire à faire le calcul suivant, qui dit que dans un premier temps, la distance parcourue par la machine en 10 millisecondes sera 1,7 mm. Et dans un deuxième temps, une tolérance d'usinage associée qui sera donc égale à 2 fois cette distance au cas divisée par 8 fois le rayon de la trajectoire. On réutilise en fait la formule qui nous cette erreur de corne qui peut être assimilée à une hauteur de crête par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Le rayon de la trajectoire qui cette fois ne sera pas le rayon d'outil mais directement le rayon de la trajectoire. Et la distance qui va correspondre à la distance entre passes telle qu'on l'a vu précédemment, qui nous revient à calculer la valeur minimum de tolérance en dessous de laquelle on ne pourra pas descendre, qui sera 14 micromètres. D'accord ? Donc si on descend en dessous de cette valeur-là, en fait, on va trop rapprocher les points de description de la trajectoire, ce qui fait que la machine va courir plus vite qu'elle sera capable de réfléchir. Et ça peut poser problème. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? La machine s'impose à réduire ses jambes de façon à ce que son cerveau arrive à compiler toujours au moins aussi vite que ses jambes. Et donc, ça veut dire que la vitesse de consigne ne sera pas respectée. Si nous, programmeurs, on a imposé 10 mètres par minute de vitesse d'avance, la machine va s'auto-réguler en se disant « je ne peux pas dépasser une certaine valeur, par exemple de 5 mètres par minute ». Pour finir, on va dire que c'est vraiment des études annexes. L'étude suivante va concerner la zone de coupe critique qui va être liée justement au fait que dans le cas où on utilise une fraise hémisphérique, on ne va pas avoir un rayon effectif égal au rayon de la fraise, mais un rayon réduit. Et qui fait que dans le cas où on a un axe d'outil qui est normal à la surface usinée, dans le cas ici où on a un plan horizontal, on a avec l'extrémité de l'outil, en théorie, une vitesse qui est nulle, parce qu'on a un rayon effectif qui est nul. Donc on a beau avoir une vitesse de rotation très... Je vous rappelle que la vitesse de coupe est égale à la vitesse de rotation fois alors VC égale pi sur 1000. D'accord ? Donc à un moment donné, c'est directement proportionnel au diamètre effectif de coupe, et si ce diamètre-là il vaut 0, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc pour ça, la solution va consister à dépincer, ce qu'on appelle dépincer, dire
incliner l'axe de l'outil par rapport à la surface à usiner, de façon à un rayon effectif non nul et une vitesse de coupe qui augmente. Donc une valeur standard de dépinçage, on vous dit, d'angle de dépinçage sera 10 à 15. Alors pour faire ça, la plupart du temps, ça nécessite d'utiliser une machine 5 axes, hein, sauf si on a vraiment un plan incliné qui consistera du coup à incliner la pièce au niveau du montage d'usinage. Mais la plupart du temps, pour des surfaces complexes, ça fait appel à de l'usinage 5 axes, qui va donc permettre d'améliorer la vitesse de coupe et donc augmenter la durée de vie de l'outil d'un côté et l'état de surface de l'autre côté. Donc ce diamètre effectif de coupe, on vous rappelle juste ici, alors on vous présente les formules qui permettent de le calculer pour différentes applications. Dans le cas où on a une fraise hémisphérique et qu'on usine un plan horizontal, ou également dans le cas où on usine un plan. D'accord, donc c'est des relations qui d'une étude géométrique à l'image de celle que je vous ai présentée précédemment pour le calcul de la hauteur de craie. Et ceci étant dit, j'ai fini la présentation. Donc concernant ces steps, alors certes un peu théoriques par moment, qui auront leur importance quand on passera à des travaux pratiques de programmation FAO. Donc je vous laisse la parole pour savoir si vous avez des questions sur cette dernière part que j'ai traitée ou éventuellement si vous voulez revenir sur des parties antérieures qui ont été traitées auparavant, y compris hier. Nous, on a une partie après la fin de votre diapo. Le langage APT. Alors, Churros qui dit que tout va bien, ok. Côté Discord, je jette un coup d'œil. En parler. Pas de revendication non plus. Alors, excusez-moi, j'avais coupé le son, donc vous pouvez reparler, je vous entendais pas. C'est juste que nous, on a une autre partie sur notre poly, le langage APT. C'est qu'on va le traiter plus tard ou... Alors, le langage APT, c'est vrai, je ne l'ai plus inclus dans les transparents orales. Les transparents de support de mon cours. L'idée, c'est que on en reprend rapidement en TP. Alors, il me semble que j'en ai déjà parlé pour un groupe dans le cadre de la génération du programme ISO pour la découpe laser. Et je crois que vous en faisiez partie. Alors, si c'est Emier qui parle, c'est ça. Où en fait, si vous voulez, le langage APT, ça va être un premier langage de traduction pour passer de la programmation FAO au programme ISO. Donc l'idée, c'est qu'on va passer par un langage universel compréhensible par tout le monde et qui est ce qu'on appelle le langage apte source, qui reste un langage très informatique, mais qui permet justement derrière de refaire une traduction entre ce langage source et le langage ISO proprement compréhensible par la commande numérique de la machine. Alors, je peux juste y refaire appel par rapport à un transparent que j'avais présenté hier, si je me rappelle bien. Alors, c'est plutôt au tout début, hein, la partie introductive. Donc là, ça déroule assez rapidement. Voilà, c'est ce transparent-là, où en fait, ce transparent-là, on l'a un petit peu simplifié. Il faut imaginer qu'en réalité, alors je me suis trompé d'outil, entre la traduction des trajectoires et des parcours d'outils et le programme sera capable de lire la machine, on vous a dit qu'il y avait une étape de post-processing, mais en fait, à l'intérieur de cette étape, il y a deux sous-étapes. Une première sous-étape qui va consister à générer un programme provisoire intermédiaire qui sera le fameux apte source, puis derrière, une deuxième traduction qui permettra d'obtenir le programme machine. D'accord ? Donc voilà pour donner un petit peu plus de détails. Et pourquoi est-ce qu'il existe cette apte source ? En fait, ce sera un peu transparent parce que les deux traductions se feront intégrer directement au logiciel de FAO, en l'occurrence 3D Experience. Pour des machines plus complexes, avec des commandes plus complexes, souvent la deuxième traduction est externalisée par rapport au logiciel de FAO. C'est-à-dire que le logiciel de FAO lui permettra de générer un langage apte source. Puis ensuite, ce programme apte source sera traité par un autre outil informatique
externe et indépendant pour au final traduire le programme ISO de la machine. On va dire que c'est des concepts maintenant qu'on développe plus au niveau licence pro. Au niveau DUT, c'est juste voilà, vous sensibiliser un tout petit peu, mais pour vous, il faut comprendre que c'est tout intégré dans le logiciel de FAO. C'est un package que vous utilisez. C'est bon pour ça? Ouais, c'est bon, merci. D'autres questions? Donc je m'excuse, j'avais pas vu que j'avais coupé le son depuis les vidéos. Donc s'il y en a qui ont voulu prendre la parole avant, effectivement, je vous ai pas entendu. Et je m'en excuse. Alors c'est peut-être le timing qui vous embête par rapport voilà, aux 9 heures qui arrivent. Donc me semble-t-il, après, c'est pas un vrai cours qui va être fait par Pat Loubis. C'est plutôt une veille pour répondre à vos questions. Et de toute façon, à un moment donné, il y avait une pause qui a été intercalée. Alors, on a fait le choix de la mettre entre 9 heures et 9h30. L'idée, c'est qu'on peut faire un quart d'heure de pause IT à 9 heures et puis un deuxième quart d'heure entre 10h15 et 10h30. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vraiment profitez-en tant que c'est chaud. Ok, Monsieur Mouli qui est en train d'écrire. On va attendre la question. Il fait le timide. Il écrit pas. Ok, côté Discord, tout va bien. Alors, le tréflage, c'est beaucoup utilisé. On va dire que c'est quand même un savoir-faire spécifique. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine maîtrise. Alors souvent maintenant, au départ, la spécificité vient surtout de l'outil en fait, hein, parce que la trajectoire en soi n'est pas très très compliquée. Mais pour que ça se passe bien, il faut bien maîtriser les paramètres de coupe associés à l'outil. Donc l'idée c'est que au début c'était certains fabricants d'outils qui s'étaient spécialisés là-dedans, et comme tout ce qui est nouveau, il y a un petit peu une chasse gardée pour éviter que les fabricants concurrents leur piquent leur savoir-faire. Aujourd'hui, ça commence quand même à bien se démocratiser, ce qui fait que quand vous allez acheter un outil spécifique pour faire du tréflage, le fournisseur d'outils va vous accompagner pour bien maîtriser les paramètres associés. Et donc, ça se démocratise dans le cas où vraiment on peut prendre le temps de faire de l'optimisation au niveau de la programmation de l'usinage pour derrière gagner du temps d'usinage. Donc c'est plutôt dans le cas où voilà, on a beaucoup de cavités profondes à usiner. C'est vraiment là où il y a un gain de temps revendiqué. Donc c'est le cas surtout pour des applications aéronautiques de pièces de structure. Mais ça reste à la marge. Voilà. Donc c'est pas n'importe quel atelier d'usinage. Pour de l'opération d'ébauche, je vais faire du tréflage. Mais pour certains ateliers voilà, qui sont vraiment spécialisés aéronautique, oui, c'est quand même bien répandu. D'autres questions? Ça n'a pas l'air. Bon, écoutez, si c'est bon, l'idée c'est que la suite de cette séquence sera, on l'espère, on croise tous les doigts, la réalisation des TP en présentiel, hein, si tout va bien. Je vous rappelle bien qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas l'accord officiel pour être sûr de faire du présentiel, mais on y croit, hein, vraiment. Et donc, durant ce là je vous conseille, voilà, même si c'est du numérique, d'avoir un œil, on va dire,
et à l'esprit Polila dans lequel vous allez retrouver certains concepts qui seront à déployer, principalement concernant le choix des stratégies, le réglage des paramètres. Donc l'idée c'est qu'on vous le recommuniquera en format numérique durant le TP. Donc ça sert à rien de le mettre sur clé et de l'avoir sur vous. Par contre, il faudra savoir gérer le document numérique. Et donc ces TP-là, ils devraient commencer, alors pas la semaine prochaine, mais la suivante. Donc si je me trompe pas, à partir du 9 et 7, 16 novembre, si je me trompe pas. Donc l'emploi du temps est en phase de construction encore. Euh, voilà, il n'est pas encore visible, me semble-t-il. C'est pour les semaines qui suivent, mais il devrait arriver sous peu. Et alors, tant que j'y pense, vous les voyez encore l'emploi du temps, les séances de TP méthode relatives au budget. On a fait le choix de les interrompre. On en est vraiment désolé parce que ça, globalement, il y avait plutôt une motivation de votre part pour avancer sur ces TP-là. Mais voilà, avec les contraintes sanitaires qui nous sont imposées, c'est impossible de mener ça à bien. Ne serait-ce voilà, par le fait que vous êtes voilà, nombreux au niveau effectif. Donc, ce qui fait que pour mener à bien les TP-FAO, on va restructurer les groupes TP en tiers de groupe TD, donc ça va générer des heures. Et d'autre part, pour les TP Buggy, où vous étiez tous les uns sur les autres, hein, plusieurs par équipe, à la fois pour la programmation sur PC, mais également pour la mise en œuvre des machines, c'est tout simplement impossible de faire ça dans de bonnes conditions. Donc on a fait le choix de l'interrompre. Alors après, on se questionne encore avec Monsieur Lapoirie, est-ce qu'on peut pas, parce qu'il y a quand même des choses qui avaient été initiées par certains d'entre vous, vous demander de faire un rendu uniquement virtuel concernant la gestion au moins de l'assemblage des différents composants de Buggy et la personnalisation des composants. Donc ça serait uniquement voilà, de plus orienté CAO assemblage et éventuellement la préparation de l'impression d'une pièce en impression 3D avec l'utilisation du slicer Cura, où normalement vous avez fait à tous une présentation, même sommaire, de l'utilisation de ça. Donc là, on prend la décision dans les jours qui suivent pour vous préciser ces conditions-là et ce qui permettrait également de vous évaluer sur cette activité-là où vous aviez tous commencé. Donc il y a des groupes qui avaient eu 2 séances, d'autres une seule, mais en tout cas sur l'aspect réalisation physique, on va l'interrompre. Et on en est désolé. Bon, je pense que vous comprendrez la situation qui fait que c'est pas qu'on tire au flanc, mais voilà, il y a des fois il faut se dire plutôt que de mal le faire, il vaut mieux pas le faire et se concentrer sur le reste. TP méthode, oui, c'est le buggy. Alors, s'il y en a qui avaient fini, qui avaient bossé, on va dire que ce sera un bonus. Voilà, après, si vous avez joué le jeu, effectivement. Mais je pense que voilà, on va vous donner les règles du jeu, mais ça sera surtout d'avancer au niveau virtuel, au niveau de votre maquette numérique. Alors Mouli, quand il dit c'est fini, il est fini en CAO ou en réalisation? Châssis fait à l'IUT et le reste, vous l'avez imprimé chez vous. Ok. Bon, bah, dans ce cas-là, on va se mettre d'accord avec Monsieur Lapoirie. Voilà, on va pas vouloir non plus pénaliser ceux qui avaient du retard au niveau des séances à l'emploi du temps. Donc moi, j'ai un groupe, si je me trompe pas, c'est le A1 qui a eu qu'une séance. Donc voilà, par rapport à d'autres qui ont eu 2 séances, bah, ils sont un petit peu pénalisés au départ. Mais par contre, on pourra évaluer ça sous forme d'un bonus pour ceux qui ont passé du temps. Et par contre, on verra, voilà, en fonction de votre accès à 3 Alliances, on verra si on peut vous imposer de jaquettes numériques personnalisées.
On va en discuter entre nous, on vous tiendra au courant par rapport à ça. L'idée, c'est de pas trop vous retarder ici. Aussi, le temps de faire une micro-pause avant d'attaquer l'hydraulique avec Vincent. Y a-t-il d'autres questions? Pas non plus vous appeler, mais sur ce sujet-là, voilà, pas d'inquiétude, on reviendra vers vous.